Parce que le sport, moi, il y a des histoires extraordinaires dans le sport. Moi, il me vient à l'idée, par exemple, le gardien de Vasco da Gama, par exemple, Barbosa. L'histoire de Barbosa, c'est une histoire racontée dans toutes les écoles. Une vie tragique, qui s'est suicidé, etc. Mais à un moment donné, il avait une fracture qui se répétait sur son auriculaire. Ouais. Et puis un jour, le médecin il a dit écoute, tu peux pas jouer la finale. Il a dit comment je vais pas pouvoir jouer la finale de la Coupe du Brésil? Il dit non. Il dit la seule chose qu'il y a, il faudrait que je t'ampute le doigt. Il lui dit amputez-moi le doigt. Et le médecin il dit mais tu plaisantes. Il dit amputez-moi je veux jouer la finale, amputez-moi. L'histoire de Barbosa et il joue la finale avec son doigt amputé. Ouais, tu vois, mais des histoires comme ça, tu en as des millions dans le sport. Quand tu parles de l'histoire d'El Wafi qui a couru pour la France et qui finalement tombe dans une misère terrible au quartier latin, c'est triste. Ali Mimoun qui était sur le front. Mais c'est quand même exceptionnel. C'est l'Afrique qui était représentée dans cette période. Et donc, je pense que des fois, il faut voir ce qui se passe. Il y a finalement... Il y a quand même un livre qui est fait sur ces Africains qui ont... attends, là, tu as bien sûr. Pour ceux qui nous concernent, il y a le fameux régiment de tirailleurs de Taza, qui était l'équipe nationale de France. Ouais. Au championnat du monde de cross. Ce qui est certain, c'est que c'est monté. Et qui glanait tous les titres. Championnat d'Europe, championnat du monde. Là c'est moins difficile, non, parce que tu as des statistiques. Oui. Tout ce qui relève de la France directement, tu as des statistiques. Et tout ce qui vient après la vague des indépendances. C'est l'Afrique à ce moment-là. Mais tout ce qui vient après la vague des indépendances, notamment aux Jeux Olympiques, est assez documenté. Mais avant 1960 ou avant les années 60, c'est beaucoup plus compliqué d'aller scruter au moindre détail les participations africaines. Non, 1930, tous les footballeurs africains, marocains, maghrébins et autres. Je pense pas. Les footballeurs et les boxeurs. Vous avez eu un bombardier marocain qui était. Bien sûr. Ça, c'est vraiment une histoire passionnante et qui est difficile, effectivement, parce qu'on n'a pas beaucoup de documents. Et on l'appelait pas le bombardier français. Non, on l'appelait le bombardier marocain. Voilà. J'ai fait exprès. Ouais. Voilà. Absolument, il a opté pour être inhumé ici à Casablanca. On n'a pas respecté sa mémoire, c'est dommage. Ouais. Bon, il faut dire que de notre côté non plus, on n'a pas tellement pris sérieusement la chose en main. Qu'est-ce que tu veux quand il y a ces enfants qui disent non, on va le ramener à Perpignan, alors que lui, franchement, il n'avait rien à cirer de Perpignan. Il dit moi, j'ai grandi à Casablanca. Ma gloire, je l'ai connu, j'étais casablancais, donc... Fontaine, ce monsieur qui a été de toutes les candidatures du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde, qui est venu en tant qu'ambassadeur, qui a pris la parole et qui a défendu le Maroc. Il est Marrakchi. Ouais. Combien de temps pour pouvoir faire de la doc déjà? Ça fait combien de temps que vous cherchez le moindre détail, disons que ce que je peux faire immédiatement, c'est un petit livre guide qui pour les journalistes. Là, ça pose pas de problème, mais si vraiment vous voulez aller au fond des choses, dans le fond de l'histoire, si je prends avec Belaïd, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça me ramène à l'histoire des Jeux Olympiques de l'Antiquité et de faire. Tu sais, l'Afrique, c'est le savoir. C'est les savants grecs qui ont écrit. Voilà. Tous les écrivains qui ont écrit sur l'histoire des Jeux Olympiques sont venus puiser leur savoir en Égypte, un peu partout. Il y a une bonne connexion entre le Maghreb, entre l'Afrique du Nord et cette Grèce antique dont on rêvait et qui venait s'accoster ici en Méditerranée et tout ça. Donc ça me ramène à rentrer vraiment dans l'histoire. Pas profondément de l'histoire africaine ou de l'histoire du Maghreb, mais de parler de ses conquêtes. Et ça, je me limite directement en 1776. Donc il a dit quelque chose d'important. Il a dit, je fais un petit livret. Parce qu'il vaut mieux faire des monographies. C'est ça. Parce qu'en fait, et moi j'en sais quelque chose, ça fait 4-5 ans que je travaille sur quelque chose. Et pour dire, bon, de toute façon, à chaque fois tu dis, je rajoute un chapitre. Non. Alors j'aurais pu très bien sortir, comme disait notre ami Tarsis, 5, 6, peut-être 8, 10 monographies, des petites, tu vois. Ouais, ça c'est important parce que... Et finalement tu alimentes et tu transmets. Ouais. Au lieu d'attendre le gros pavé, parce qu'après il faut trouver l'éditeur pour éditer le gros pavé. Vous avez toute une histoire de l'Afrique, le Maroc est bien situé. Dès l'époque des indépendances,
qu'est-ce qui a été fait par le Maroc. Et cette époque des indépendances qui a amené les Africains à participer aux Jeux de 1960 et à remonter l'histoire jusqu'au boycott des Sud-Africains, voir l'Afrique du Sud qui arrive, avec un Mandela qui participe aux Jeux de Barcelone, tous les boycotts de Montréal et tout ça. Donc, le pouvoir, que ce soit ici au Maroc, que ce soit un peu partout, a participé finalement à cette histoire du sport. Et ça, c'est tellement important que pour un journaliste, c'est seulement un petit guide qui vous oriente et qui, on découvre certaines choses. Des pistes de réflexion. De réflexion. Là, quand tu parlais tout à l'heure du bassin méditerranéen, moi je pense par exemple à Senghor et à la négritude. Ce qui a été fait dans le domaine de la littérature n'a jamais été fait dans le domaine du sport. Oui, c'est ça. Là, c'est toute une réflexion engagée qui est problématique pour deux raisons. Un, tu n'as pas d'archives, tu n'as pratiquement plus de mémoire qui est préservée jusqu'à présent en dehors des témoignages. Et deux autres, tu vois, il n'y a pas l'incompétence, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui ne savent pas que le Maroc, c'est l'Afrique. Le monde, c'est l'Afrique. Ici, nous sommes Afrique. Et donc ça, c'est De l'Afrique sur l'Europe. Voilà, c'est des. Donc ça nous amène à réfléchir, c'est un petit guide. Depuis des années, on a travaillé sur ça avec Belaïd. Et c'est pour ça qu'en venant ici, je suis très content. J'analyse le championnat d'Afrique de Rabat en 1984. Je regarde, je vois Tiako, je vois Nawal. Il y a Tiako, il y a Grounike, il y a Nawal, il y a Wita. Il y a Wita. Et puis je rends compte que ce sont les mêmes, ces stars qui vont briller à Los Angeles. Oui. Qui est quand même immense. C'est qu'à l'époque, tu avais des champions et pratiquement pas d'infrastructures. Voilà. Aujourd'hui, tu as les infrastructures, tu n'as pas encore de champions. Et là, le Maroc s'engage sur l'organisation. On organise un maximum de compétitions et les champions, Messieurs, le cercle s'élargit. Donc, bienvenue à Philippe Doucet, notre confrère. Christophe Jousset. Philippe Doucet, c'est autre chose. Oui, c'est plutôt du foot. C'est pour ça que je foot aussi, si vous voulez. Non, je disais, tiens, il a changé depuis le Gabon. Ça, c'est mon patron, parce que je suis non, parce que comme c'était un habitué, c'était un habitué de notre émission, et pratiquement tous les matins, il venait, Philippe. Hein, donc, Christophe Jousset, c'est RFI. Christophe Jousset. C'est nos partenaires de Radio France Internationale. Voilà. Notre partenaire privilégié. Enfin, pour nous, hein. Merci, c'est gentil. Non, je plaisante. Je rigole. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de vacances de la Coupe du Monde au championnat d'Afrique. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir. C'est un bel été. Hein. Il se passe plein de choses. En voyage. Alors, ces championnats d'Afrique vus par RFI, par un expert comme toi. En général, dans l'ensemble, en une phrase, des super performances, vraiment une édition de très haut niveau et qui se dispute dans un stade vide. Voilà, ça c'est bien. Malheureusement. Voilà. Il y a une édition de très haut niveau par rapport à quelle édition? Lino, quand il a fait la présentation ce matin, il n'est pas à l'écoute. Non, c'est-à-dire que moi, il y a quelques victoires à la Pyrrhus. Hein, tu sais, quand quelqu'un saute 1m80 à la hauteur, après, il faut nuancer, effectivement. Voilà, il faut. Par contre, il y a les sprinteurs qui se comportent bien. Tu as des temps classe mondiale, hein, je dirais, au 100, au 400. Mondial ou par rapport au continental? Même au relais. Je parle d'édition des championnats d'Afrique parce qu'il y a quand même pas mal de records des championnats d'Afrique qui sont tombés sur les 3 premiers jours. On peut citer par exemple le 400 masculin hier avec la victoire du Botswana et Makwala, 44-23. Il y a aussi Okak Baré qui gagne en 11 secondes pile le 100 mètres féminin. Tout ça, c'est des records des championnats d'Afrique. Et donc ça fait qu'il y a pas mal d'épreuves qui sont vraiment de très très haut niveau, au niveau mondial. Et puis effectivement, il y en a d'autres où ça va vraiment. La perche par exemple. Pas très haut. Quand on voit qu'il y a seulement 4 engagés en finale de la hauteur féminine. De la hauteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On priait pour qu'il n'y ait pas de forfait, quoi. Franchement, parce que sinon c'était. Ils auraient pu tirer les 3 médailles au sort. Non, Lino. La blague sur le 400 mètres féminin en 84. Tirer 3 petits bouts de papier, puis vous prenez la médaille d'or, argent ou bronze. Lino, en 84, sur le 400 mètres que gagne Nawal Moutaoukel, elles étaient 3 engagées à l'époque. Et une d'entre elles avait commis une faute technique avant l'arrivée, donc on avait attribué que 2 médailles. Donc on en est encore à on n'est pas à quelques tâtonnements près aussi. Ce n'est pas uniquement un athlétisme. Arrêtez les gars. Arrêtez. Le dernier pays africain à avoir eu son indépendance, ça remonte à quoi?
Ça remonte quand même aux années 70-80. Hein. Ouais. 75. Voilà. Non, il y a de toute l'Érythrée. façon- et de toute Il y a façon- l'Érythrée. Et avant l'indépendance, ils pratiquaient pas l'athlétisme. Hein. Et en 2014, tu te retrouves 4 filles qui sautent en hauteur sur tout un continent. C'est peut-être un aspect que certains pays ne travaillent pas assez. La femme aussi. Hein. Il y a l'environnement, il y a la femme, il y a l'environnement sociopolitique, il y a des blocages. Disons que Ça continue toujours. ce qui est intéressant dans ces championnats, je n'ai quoi qu'il pas en été soit- à Porto Novo, mais je ne crois pas qu'à Porto Novo, il y a eu des champions qui Mais sont quoi venus. qu'il en soit, Sont venus, mais je les ai vus à Nairobi. Porto Novo, c'était à l'antichambre des Jeux Olympiques, donc à part Rudisha ou certains qui étaient venus Donc voilà, pour préparer ici, les Jeux, certains avaient fait l'impasse là, les noms sont plus ronflants. Ouais. Et particulièrement si on devait comparer les résultats de Zurich d'hier et ceux de Marrakech, je ne sais pas si Christophe est là pour pouvoir m'approuver. Il y a des performances qui sont supérieures au championnat d'Afrique. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose à Zurich, mais je regardais tout à l'heure le résumé du 10 000 mètres féminin qui s'est couru hier. Ça se gagne en plus de 30 minutes, hein, je crois. Voilà, on n'a pas encore suffisamment de résultats pour faire un parallèle vraiment sérieux. Le parallèle pourrait être fait aujourd'hui avec les finales du 100 mètres masculin. Voilà, c'est ça, il faudra attendre. 100 mètres masculin et féminin. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on disait hier sur l'antenne, au bord de la piste, le résultat du 100 mètres féminin, c'est pas sûr que ce soit plus rapide à Zurich que ça l'a été ici à Marrakech. Hein. En plus, on se rend compte que ces compétitions africaines ne sont pas médiatisées au niveau européen. Ces incursions. Mais ça, c'est une surprise aussi. Quoi, Moi, c'est une surprise. c'est pas spectaculaire, ça. Non. Là, il y a eu Médiatisé, il y a eu un problème d'image, de diffusion des images de ces championnats d'Afrique. Progressé cette diffusion sur les dernières éditions 2008, 2010, 2012 et là ça tombe en même temps que Zurich. Alors Eurosport, même une chaîne comme Eurosport, il faut qu'elle fasse un choix aussi. Il faut qu'elle fasse des choix. Hein. ouais, enfin les championnats d'Afrique débutaient quand même avec 2 jours d'avance. Oui. Donc il y avait une fenêtre là pour mettre le pied dans la porte et dire 2 jours et coucou, après, on est là. Ouais. Et regardez ce qui se fait ici. Il y a une finale du 100 mètres dames avec deux sacrées sprinteuses qui sont parmi les toutes meilleures mondiales, quoi. Et on ne peut pas la suivre en direct quand on regarde la télé. Dans ce cas-là, il fallait négocier au moins les highlights, par exemple, au moins le résumé, voilà, offrir le résumé, pas offrir, mais proposer le je pense qu'il faudra un jour faire un décalage, tenir compte des meetings de Grand Prix ou de Diamond pour effectivement décaler un tout petit peu les championnats d'Afrique. Lorsqu'on a débuté ce championnat en 1979, vous savez qu'il y avait chaque fois une édition. Hein, et c'était chaque année. On a finalement compris qu'il ne fallait pas organiser en Afrique chaque année un championnat d'Afrique. Donc on a décalé, on a fait tous les 2 ans. Bon, ça marche, mais n'oublie pas qu'il y a des meetings qui se passent en Europe, qu'il y a des championnats, championnats du monde, il y a les championnats du monde des jeunes, des cadets et tout ça. Et en plus, il y a les Jeux africains. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'athlétisme au niveau Afrique, vous avez les Jeux africains, vous avez les championnats du monde, vous avez tous les championnats d'Afrique et vous avez les Jeux olympiques. Donc il n'y a pas d'espace. Et maintenant, vous avez les Jeux olympiques des jeunes. 2 jeunes qui se disputent. ça, c'est bon pour les dirigeants, surtout. Oui. Oui, Alors, absolument. Mais là, tu participes pour participer. Tu es toujours dans l'amateurisme. Tu ne parviendras jamais à assurer un décollage avec les moyens ad hoc appropriés, tu vois, et s'impliquer dans la véritable compétition. C'est ça qui est compliqué. Donc c'est bien de faire ça, c'est bien de faire de l'animation. Et finalement, est-ce que c'est rentable au niveau de l'image d'Afrique, des champions d'Afrique, quand ils sont très bons du niveau mondial? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on ne se pose pas. On se limite, si tu veux. Il faut savoir. C'est une question de marketing aussi. Il faut savoir vendre cette image, vendre cette image, le produit et ça. Est-ce qu'on a suffisamment bien vendu le championnat à l'international? C'est une question qui se pose. Ah bah non, visiblement non, Visiblement. hein, puisque la réponse, elle est claire. Hein, Mais c'est avec le temps, hein, la CAN. Est-ce qu'elle se vendait la CAN avant? Non. Après, c'est grâce à des Eto'o, des Drogba et Boué et tout ça. Et c'est pour ça que les Européens. Parce que qu'on le veuille ou non, le fric, la télé, elle est où? C'est pas aux États-Unis, hein, elle est en Europe.
Et finalement, c'est... Je pense qu'avec Belaïd, on a eu à gérer ces cas de droits de transmission. Je pense que même actuellement, la CAN ne se vend pas comme il devait se vendre. Mais il y a quand même une agence de marketing sportif qui a réussi tout de même, sans la citer, à signer avec la Confédération africaine et à vendre à l'international cette compétition qui est devenue une compétition majeure. Alors que là, il faudrait se poser la question, est-ce que au niveau marketing, on est suffisamment bien outillé au niveau de la Confédération africaine ou au niveau des organisateurs pour pouvoir vendre à l'international un événement. Maintenant, il faut juste préciser qu'on est à un mois de la Coupe continentale et ça aura lieu ici même. J'espère qu'on aura des images internationales. Ouais, des fois, c'est un cercle très, très, très fermé. Je regrette de vous le dire, c'est vraiment très fermé quand tu parles de marketing sportif. Hein. Ce sont 3 ou 4 agences. Oui, c'était fermé. On a vu l'histoire de la FIFA. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de la FIFA avec AICEL, avec le CIO et tout ça. C'est tellement compliqué que l'Afrique, à partir du moment où nous n'avons pas des maisons très fortes qui militent pour l'Afrique, pour l'image d'un champion. On est des reporters sportifs ici en Afrique. Mais si vous voyez la vente des meetings de Grand Prix, que ce soit pour les footballeurs, que ce soit le football ou l'athlétisme, ce que gagnent les athlètes africains ou les joueurs africains, c'est énorme par rapport en fait à nos structures, par rapport à ce que ça peut nous rapporter, quoi. Christophe, c'est ton sentiment ? Oui, non, mais on aurait pu trouver un compromis. C'est pas ma spécialité, la commercialisation des images. Mais par exemple, si vous dites aux télé, tenez, on vous vend toutes les courses où il y a des champions olympiques ou des médaillés au dernier championnat du monde, ça faisait déjà un sacré... un package, un beau package. Voilà. Bien sûr. Là, c'est difficile de vendre la hauteur ou la perche. Là, oui, non, c'est pas d'ailleurs dans l'intérêt de... Bien sûr. Peut-être un jour, il faudrait amener les championnats à les classer dans le circuit comme vous. Ou alors les organiser à Charletti, par exemple. Comme Rabat, le meeting de Diamond. Il y aurait plus de monde, hein. Franchement, à Charletti. Il y aurait plus de monde à Charletti qu'à Marrakech. C'est sûr. Hein, mais là, on avait quand même une superbe occasion parce que tout le monde sait qu'en année olympique, il y a moins de grands champions qui viennent au championnat d'Afrique. Donc là, on avait un plateau, un casting de rêve, et on rate l'occasion de montrer ça au monde entier. C'est vrai. Ça fait que ça nous renvoie dans 4 ans maintenant. Parce que le niveau, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, il est plus que satisfaisant. Tout à l'heure, il y avait Aziz Daouda à ta place, et puis on parlait ne serait-ce que des séries de 200 mètres de l'heptathlon. J'ai été quand même surpris par la qualité des temps. 200 mètres de l'heptathlon, hein. Bon, elle court en 23,5, 24. Bon, mais c'est quand même pas mal pour des... Puis il y a des pays qu'on découvre, parce que le Botswana arrive au plus haut niveau, l'Afrique australe se réveille à l'athlétisme. Toute l'Afrique maintenant est en ébullition. Est ici réunie. Là, on l'oublie souvent. Tu vois, on parle d'Afrique politique, etc., guerre civile, tous les problèmes du monde. Là, c'est l'Afrique, on s'en rend pas compte tellement, est réunifiée au niveau de... Il y a 54 drapeaux. Connaissant les difficultés, comme on disait tout à l'heure, c'est pas facile. C'est pas facile de venir du Botswana au Maroc, par exemple. Non, mais ils ont voulu, ils sont là, quoi. Regardez Kemboy. Kemboy, il est 2 fois champion olympique et 3 fois champion du monde. Ouais. C'est une star de l'athlétisme mondial. Il vient au championnat d'Afrique, alors même que... Humblement. Sportivement, tu dirais. Ils vont mieux. C'est ça, il est sportif. Il n'a pas réussi hier dans cette finale du 3000 steeple. Il est juste 3e de la finale. C'est peut-être, il a été impressionné par les tribunes aussi, peut-être. non, c'est vrai. Il a peut-être eu le vertige. C'est vrai, le mec, il se dit, après tout, franchement, qu'est-ce que je suis venu faire ici, tu vois? Non, mais moi, c'est pour dire avec toutes les médailles. C'est pour dire que ça l'intéresse. Je cours dans un désert. Ça aussi. À Manamo, c'est une finale championnat du monde. Donc Rudisha. Ouais. Avec Makloufi en plus. Avec Makloufi qui est champion olympique du 1500 mètres, c'est un plateau qui est exceptionnel. Et Rudisha qui n'est pas en forme par rapport aux des autres. Rudisha, ça fait 2 ans. Il est en train de revenir, mais ça, c'est vraiment un plateau qui est magnifique. Et je suis surpris au niveau c'est ce que je disais, au niveau des sprints, au niveau des dames et tout ça. C'est vraiment on voit que là, il y a, parce qu'il y avait un petit trou, un travail de fond. Et comme je le disais tout à l'heure, je sais ce qui se passe en Afrique australe. Vous allez voir les Zambiens, les Botswanais et tout ça d'ici quelques années. Les gens travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ça donne des surprises. Ouais. Surtout de la part de ceux qui ignorent justement ces sous-continents.
l'athlétisme. Et c'est vrai qu'on travaille. Il n'y a plus que le Kenya, il n'y a plus que l'Éthiopie, il n'y aura plus que ceux-là, mais il y a des gens qui arrivent et qui travaillent. Il n'y a que nous quand on travaille. Non, on va pas parler de nous, parce que non, on a les infrastructures. On travaille, nous. Les infrastructures, Ouais. elles sont là. Avant, on n'avait pas ces infrastructures. On avait des champions, pas d'infrastructures. Imaginez, le Maroc, il a essayé d'organiser combien de meetings? C'est qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. Une, deux fois. On a Quand il y a les jamais infrastructures, tu n'as pas les athlètes. Quand il y a les athlètes, tu n'as pas le public. Quand il y a le public, tu n'as pas les stades. Tu sais que nos champions, les grands champions, les grandes stars, ils n'ont pratiquement jamais couru au Maroc. Ça, on l'oublie souvent. Hein, Ouais. C'est des champions qui ont été fabriqués ailleurs, qui ont couru ailleurs, jamais ici. Les Marocains ne les ont jamais vus pendant un mythe. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, il n'y a pas de... Objection, votre honneur, les Jeux méditerranéens. Je médite, non, je Ah, mais ça méditerranéen. remonte à 83 quand même, depuis un Non, Ouittad. Lino, jeu méditerranéen, jeu panarabe, jeu de la francophonie. Mais en dehors de... Attends, parlons des choses sérieuses là. Déjà les Jeux méditerranéens, déjà c'est comme ci comme ça. Alors en plus tu parles des Jeux de la francophonie ou des Jeux panarabes ou... Sors-nous les records de timing. Attends, Comme ça, il va être les Jeux régionaux, bon... Ils avaient leur importance à l'époque. Alors, Ce qui compte, c'est un championnat du monde, ce sont des Jeux olympiques, ça compte. Ouais, mais seulement, je ne sais pas. Championnats continentaux, d'accord, mais Ouais, après les sous-régions, les régions, Ouais, l'histoire les Méditerranées et compagnie, et les Jeux panaméricains et tout ça... bon. Vous avez parlé tout à l'heure de la visibilité. Non, on voulait parler de foot. Non, de foot, oui. Mais... On voulait parler de foot, mais on n'a pas pu. Et même, Christophe est arrivé. et même le foot. Je ne vois pas comment, franchement, sur le plan africain, comment les dirigeants africains, que ce soit les États ou les fédérations, pourront gérer la gestion des compétitions futures. Parce qu'il y a tellement beaucoup de compétitions. Et ça, c'est tellement vrai qu'il n'y a pas une planification. Entre Blatter, Platini et Jazira Non, et Bein Sport, là, ils vont se débrouiller. Eux trois, ils vont se débrouiller. On va préférer l'Europe un peu partout parce que vous avez des championnats des cadets, vous avez les Jeux Olympiques de la jeunesse maintenant qui s'en mêlent. On a l'impression que l'Afrique est en train d'organiser beaucoup plus de compétitions. Et la preuve, c'est les spectateurs, est-ce qu'on le verra? Qui va couvrir aussi ces événements? C'est ça. Et quand tu as des joueurs en Coupe du Monde qui te font grève et qui réclament leur dû, qui sont payés en devises, en cash, là, ça sert bien l'image de ce futur de l'Afrique, et elle va être très compétitive au niveau mondial. De toute façon, Christophe Jousset était au Brésil, il en est témoin. Tarsis. Tu vas les retrouver. C'est un ancien coco qui te dit ça, tu vois un peu le truc. Bien sûr, il faut d'abord alors installer des structures. Hein. Moi, j'ai vraiment des problèmes quand je voyage, quand je vais aux États-Unis. On me dit, mais carte de crédit. Au Burundi, il n'y a pas de carte de crédit. J'appelle mon ami qui est à Washington ou je ne sais pas dans quelle ville américaine, à New York, il paie pour moi. Je voyage. Donc, je pense qu'il faut franchement structurer tout ça. Voyager avec un tas d'argent, c'est engager une équipe nationale. Quand il ne s'est pas transféré, quand il ne s'est pas fait le transfert des fonds, c'est anormal quand même. Tarsis, vous avez des marchands des 4 saisons au Burundi. Ouais. Ben alors au Brésil aussi. Tu sais qu'au Brésil, tu as les chartons, là, tu vois, les gars, ils ont 3 ou 4 ananas, ils ont des mangues et tout ça. Et tu payes avec la carte de crédit. Ouais, je t'assure. C'est vrai, il n'y a pas de cash là-bas. Voilà, Et tu achètes les maillots en 2-3 temps, et tu le payes en 3-4 fois. Parce que la carte de crédit, à la rigueur, ils peuvent te la piquer, mais tu fais tout de suite opposition. Mais si on te pique des billets... Au Maroc, il y a des carrosses qui ont les fils derrière. Les carrosses, tu leur payes carte de crédit aussi. C'est vrai, j'étais frappé. Tu vois, le gars, il a le sabot, et puis les mecs, ils achètent 3 kilos de tomates, 1 kilo d'ananas, et puis ils payent avec la carte de crédit. Ouais. Donc, encore quand tu as un maillot brésilien ou un autre maillot, tu peux l'échanger avec des tomates. Quoi. C'est comme ça. Un maillot de Neymar, ouais, c'est tomates. On prend déjà des tomates, celui de David Luiz peut-être. Non, franchement, il faut structurer le mouvement sportif africain. Il faut vraiment organiser. Et là, et que ce soit la FIFA ou le Comité international olympique que je connais, ne dépense pas beaucoup d'argent pour faire des formations des
techniciens et des administratifs. Ils préfèrent faire les formations des entraîneurs, mais ils oublient que derrière là, il y a une machine C'est de l'eau au moulin d'Azine Amara, ça. Oui, il faut vraiment rien que pour préparer les voyages des joueurs. C'est tellement compliqué. Quand on se rend compte que le Legia de Varsovie se fait éliminer de la Champions League sur tapis vert, même dans certains pays, il faut former leurs administratifs. La bonne dame a reçu hier des menaces de mort. Hein. Ah ben oui. Bien sûr. Ben oui. Pour la faute administrative. Et la plupart des fédérations, et même, je connais certains pays, même au football, la bibliothèque se gère chez le président. Hein. Toutes les correspondances, c'est chez le président. Il voyage avec tous les documents, il les trouve chez le président. Il n'y a pas un bureau administratif. Bah, ça me rappelle des choses, ça. La trésorerie, je vais te dire, il y a des présidents qui ramènent les coupes à la maison aussi. Bien sûr, bien sûr. Attention, hein. Mais bien sûr. c'est mon équipement. Donc il y a des choses. Messieurs, on doit se saluer. Christophe, je suis désolé, on devait parler un peu de foot, mais on n'a pas pu. Parce qu'Amine m'a dit que tu as été vraiment marqué par le championnat du monde de foot. Ah ouais, le Brésil, une Coupe du Monde au Brésil. Ouais. Et c'est par l'Argentine aussi. J'en referai une. Hein. Et par l'Argentine aussi, on m'a dit. Par l'Argentine, le fond de jeu argentin, le flamboyant, le côté chatoyant. C'était très chaloupé, très tango, très... Fallait aimer les gestes défensifs, disons. Et les plages, Copacabana. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Tarsis aussi, on te remercie. Merci à vous. Messieurs, comme on dit en arabe. Darna Darkoum, notre maison est la vôtre. Vous venez quand vous voulez, hein, d'ici à jeudi, parce qu'après vendredi, on ferme la boutique. Hein. Chokran. Merci camarade président et merci Amine Birouk.